Auto Hebdo était encore un petit peu partout en Europe, mais nous sommes bien là. Salut Hugues pour nous accompagner dans cette émission. Écoute, encore une fois, nous sommes deux. Exactement. C'est, voilà, les réservistes. C'est toujours le post-week-end avec des déplacements, des trucs comme ça. Voilà, on connaît. Bon, alors vous avez certainement vu un petit peu sur nos réseaux sociaux, Pierre Barré était en Grèce. On avait aussi Michael Duforest qui était à Spa. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Avant ça, on va commencer par la F1. C'était quand même l'événement principal de ce week-end en Autriche sur le Red Bull Ring. Alors, il s'est passé des choses quand même assez particulières, notamment la victoire de George Russell sur laquelle on va revenir. George Russell, il y a deux choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. D'abord, sa victoire, première victoire de George Russell depuis Melbourne, notifions-le quand même, ça reste un événement dans cette saison de F1, mais aussi et surtout une pole position qui a fait débat. Je vais te laisser en parler et puis je pense qu'on va pouvoir commencer à débattre parce qu'effectivement, bon, les pilotes ont eux-mêmes réagi et étaient un petit peu amers. C'est ça. Je me suis dit ce matin que c'était une bonne chose que tu sois à cette place et que je n'y sois pas, parce que je n'aurais pas introduit la victoire de George Russell comme ça. Il a baissé dans le peu d'estime que j'avais pour lui ce week-end. En fait, je n'arrive pas à considérer cette victoire autrement que bâtie sur un manquement au règlement. C'était un peu bizarre à la sortie des qualifications. Je me disais, tiens, ils vont lui retirer la pole, là, c'est évident. Ils vont pas lui laisser le micro et lui faire ah, si, d'accord, pas d'investigation. Bon, d'accord. C'est, je trouve, pas du tout une bonne chose qu'un directeur du GPDA, donc l'association des pilotes pour la sécurité en piste, prononce la phrase oh, la voiture de Verstappen, je l'ai pas vue. Et en tout cas, je pouvais y aller. Et qu'à la radio, sur la fin de sa pole, il sait qu'il est sur un sujet tendancieux et il se justifie tout de suite à son ingénieur en disant j'ai levé. Oui, va pisser. En fait, alors déjà, on va peut-être expliquer ce qui s'est passé parce que voilà, ça restera quand même le point principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour rappel, George Russell a réalisé effectivement la pole position du Grand Prix d'Autriche. Ça, c'est la version officielle, indéniable, qui s'est produite ce week-end. Mais il a réalisé la pole position alors que Ferrari d'abord avait pour l'instant, à ce moment-là, en tout cas, le 1 et 2. Charles Leclerc venait de faire un temps assez stratosphérique, tandis que Lewis Hamilton était pour l'instant deuxième à cet instant. Et donc, George Russell qui passe la ligne d'arrivée sous régime de double puis simple drapeau jaune. Je précise encore une fois parce que Max Verstappen, qui était sur un tour rapide et qui avait d'ailleurs un record de secteur, je ne me souviens plus lequel, mais il avait un record de secteur, et bien justement dans le secteur 3 a perdu le contrôle de sa Red Bull, a terminé sa course dans le mur au fond du bac à gravier justement dans le secteur 3, et donc il y a eu d'abord agitation du double drapeau jaune puis du simple dans la foulée, et ce qui a mené effectivement à George Russell à valider son tour qui a donc été 2 dixièmes, je crois, plus rapide que celui de Charles Leclerc, et donc effectivement de confirmer cette pole position qui a été confirmée pendant les interviews. On a eu la confirmation de la FIA à ce moment-là. Alors, que s'est-il passé? Justement, le double drapeau jaune est passé en simple, et c'est là, je pense, que toi, tu as cette espèce d'amertume, comme beaucoup de pilotes l'ont eu. Finalement, la question, c'est pas de savoir pourquoi est-ce que George Russell n'a pas relâché, parce que lui dit qu'il a relâché. Alors effectivement, peut-être qu'il a relâché et qu'il a fait 2 premiers secteurs qui étaient assez stratosphériques. Ça, c'est possible. Honnêtement, moi, je le dis honnêtement, j'ai pas réussi à voir dans le on-board ni l'un ni l'autre. Mais je trouve qu'aucune des deux versions n'était claire. Oui. Je trouve pas qu'il a accéléré, mais ça s'est pas forcément entendu de manière très claire qu'il ait ralenti non plus. S'il dit qu'il a levé, bah, on va dire qu'on le croit, on va pas non plus être dans le complotisme par rapport à ça, pas du tout. En revanche, la question peut se poser de est-ce que la direction de course aurait dû mettre tout de suite un simple drapeau jaune à cet endroit, parce qu'effectivement là ça l'autorise à continuer, on va dire, son effort d'une certaine manière, en tout cas à moins ralentir, dans la mesure où, comme tu l'as dit, la sécurité avant tout. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on crée un précédent. C'est-à-dire que, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, dans d'autres cas de figure, on crée un précédent dans la mesure où, si maintenant on autorise les pilotes juste après un crash, à quand même valider une pole position, ok, il va y avoir le fait que le règlement dit que le drapeau jaune ici, le drapeau jaune là, tout à fait d'accord, c'est un règlement, il faut l'accepter, il faut le respecter à la lettre. En revanche, si on fait ça, eh ben, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la prochaine fois, si par exemple Russell s'était lisé exactement de la même manière, exactement au même endroit, on aurait peut-être eu un drame. Et ça me gêne. C'est ça, parce que, en fait, techniquement parlant, si on tend l'oreille, je suis d'accord, on entend qu'il relâche. Oui. Mais il y a la règle et l'esprit de la règle. C'est-à-dire que si on commence à négocier il a assez relâché, pour moi, quand tu vois une voiture comme ça et t'as un double drapeau jaune dans le dernier secteur, sachant que non seulement il dit qu'aussi qu'il voit pas le drapeau, mais c'est bizarre parce qu'Antonelli, quand il parle à Bono, il dit qu'il le voit sur son tableau de bord, donc bon, on les a même, voilà. Et si on commence à négocier de là, j'ai assez relâché ou pas assez relâché et tout, non, on met en danger la vie des pilotes. Max Verstappen, pendant le Grand Prix, quand Carlos Sainz s'est arrêté sur la ligne de départ arrivée,
Lambiadze lui dit double drapeau jaune, donc on relâche. Et il fait ah oui, donc là je peux y aller à fond. Il se moque forcément de la Formule 1, de la FIA, des commissaires. Mais c'est la même chose en fait. Si à ce moment-là, Sainz il est arrêté, il sort de sa voiture très rapidement. Et Verstappen, il passe pas à 350, il passe à 250. Donc c'est bon. Sauf qu'en fait, s'il y a le moindre problème, il satellise Sainz. Enfin, encore une fois, il y a un enjeu de sécurité. Donc pour moi, il y a vraiment une intransigeance à avoir de la part des commissaires, des pilotes, de tout le monde. Mais d'ailleurs, ils ont été plusieurs à être amenés à ce niveau-là. Lewis Hamilton a fait un peu d'humour dans son interview après, justement. Il a obtenu la pole position et au vu du rythme qu'il avait, peut-être qu'il aurait de toute façon gagné le Grand Prix. La question, effectivement, étant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si ça réarrive, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que, étant donné toutes les décisions de sécurité qui sont prises, qui sont d'ailleurs très bonnes, même si parfois ça nuit un petit peu au spectacle ou au rythme des Grands Prix, je pense qu'on sera toujours, en tout cas nous, dans le camp de la sécurité. En revanche, là, c'est vrai que finalement, ça va dans ce sens-là. Pourquoi ont-ils fait ça? Dommage que la décision finalement se fasse là-dessus aussi, parce que il y a cette déception de dire qu'on ne saura jamais ce qui se sera passé s'il n'y avait pas eu cette pole position réglée. En tout cas, voilà, victoire de George Russell, la première depuis Melbourne, ça s'est acté. Il revient au championnat du monde, il est deuxième. À nouveau, il passe devant Lewis Hamilton. Mais il n'est pas seul à avoir brillé ce week-end, puisqu'on a notamment Max Verstappen qui est de retour sur le podium, quelque part un petit peu à domicile au Red Bull Ring. Effectivement, on a vu que les résultats de Max étaient toujours excellents. Je suis content de l'avoir pronostiqué sur le podium lors de la dernière émission. Je l'avais mis 3e, je crois. Bon, Max Verstappen assez formidable et surtout aussi permis par des belles évolutions de Red Bull qui fonctionnent. Oui, c'est ça c'est rassurant. Je me souviens de quand on voit les premières images de la Red Bull dans les stands, on la qualifie un petit peu de vaisseau spatial parce qu'on se dit, oula, elle a vraiment beaucoup changé depuis le dernier Grand Prix. C'est cool de voir que Verstappen a, on croise les doigts, une monoplace capable de se battre devant. Il va quand même à la bataille avec le dernier vainqueur, donc avec Lewis Hamilton vainqueur à Barcelone. C'est rassurant, c'est encourageant pour la suite. S'il a une monoplace capable de se battre, sachant qu'on a aussi, on parlait de Ferrari qui revenait à niveau au niveau de Mercedes, ça peut aussi, on espère, un peu niveler les performances et on aurait un mix Mercedes, Ferrari, Red Bull, ça serait pas mal. C'est de ce qu'on souhaite. Effectivement, on voit aussi les belles performances d'Isaac Hadjar, qui mine de rien, discrètement, même s'il a été évidemment destitué de son podium à Monaco, qui reste sur plusieurs P6 consécutives notamment. On voit quand même que c'est un pilote qui engrange des points pour Red Bull et ça c'est bien pour lui, ça va être efficace. En tout cas, il est efficace beaucoup plus que d'autres pilotes Red Bull passés avant lui. Je regretterais juste petit mot de Max Verstappen. Même si Grand Prix formidable, tout, performance super, duel avec Hamilton génial, je regretterais le fait qu'il se soit plaint à la radio du mouvement par l'extérieur de Lewis Hamilton. Oui, parce que le duel, je le trouve hard de faire. Voilà, on connaît les deux pilotes, c'est deux champions du monde qui se battent dans les règles. Rajouter ça, je trouve que ça a un peu gâché honnêtement la conclusion. Bon, ça reste un détail, mais je tenais à le dire dans la mesure où c'est vrai que Max Verstappen, voilà, c'est un petit peu toujours le partie clivante du pilote. Dernier mot sur le Grand Prix d'Autriche sur Pierre Gasly, parce que malheureusement, pour la première fois de la saison, on va un petit peu en parler en moins bien que d'habitude parce qu'il fait P13, c'est bien ça, P13 à l'arrivée, et Pierre Gasly, 13e, qui, pour la petite statistique, c'est le premier week-end qui ne marque aucun point. Effectivement, il n'avait pas marqué du côté de Miami en Grand Prix, mais il avait fait P8 du sprint. Et donc, effectivement, sur l'ensemble d'un week-end de course, c'est la première fois qu'il ne marque pas. Bon, est-ce que on doit s'inquiéter du fait que Alpine recule ou ça reste un épiphénomène? Oui, je pense que c'est un épiphénomène. Je pense que un Pierre Gasly dans une monoplace du midfield, top du midfield, c'est le meilleur Pierre Gasly qu'on peut voir. C'est le Pierre Gasly de 2021 qui va mettre l'AlphaTauri sur le podium. Donc de le voir dans cet état d'esprit, en leader chez Alpine, dans au volant d'une monoplace qui ne fait que gagner en performance, c'est très très encourageant. Aussi, je note Franco Colapinto qui n'est pas tellement aux fraises par rapport à Gasly. Donc ça va, c'est cool, il y a un duo qui fonctionne bien. Ouais, tout à fait. Alpine, ça fonctionne bien. Et puis Pierre Gasly, ça fonctionne bien. On espère qu'il sera de retour, évidemment, dans les points du côté de Silverstone. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait aussi du WRC ce week-end. WRC Manche en Grèce, le rallye de l'Acropole auquel, évidemment, Pierre Barret était présent. Vous aviez pu le voir sur nos différents réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube aussi. Chaque fois, je fais des vidéos assez formidables sur chacun des débriefs de journée. Victoire de Sébastien Ogier, à nouveau, week-end parfait pour lui. 35 points sur 35. C'est sa 69e victoire en carrière. Bon, effectivement, ce week-end, Pierre Barret qu'on retrouve tout de suite, il a été
été béni des dieux, Sébastien Ogier. Salut les gars, et ouais, effectivement, 69e victoire en carrière ce week-end pour Sébastien Ogier en WRC. Et c'est seulement par contre sa deuxième victoire sur le rallye de l'Acropole. D'ailleurs, petite anecdote, puisque sa seule et unique victoire datait de 2011. Et en 2011, le rallye était basé tout simplement à Loutraki. Cette année, le rallye faisait son retour ici même sur la station balnéaire grecque à Loutraki. Ça faisait quelques années, ça faisait depuis 2013 en WRC que ça avait pu être le cas, depuis 2015 avec les éditions en ERC. Bien voilà, il a suffi que le rallye revienne à Loutraki finalement pour que Sébastien Ogier puisse le reconquérir. Et effectivement, on peut le dire, Sébastien Ogier, il a été quand même largement béni des dieux. Déjà, pourquoi? Par sa position de départ quand même. Il est arrivé ici même en qualité de 5e homme de la hiérarchie au championnat du monde des rallyes. Donc il partait en 5e position. Devant lui, il y avait 4 Toyota qui faisaient la trace, qui balayaient. Donc lui, il s'est retrouvé sur la première étape avec des spéciales nettoyées, partiellement nettoyées, avec la meilleure voiture du plateau. Donc sur le principe, il avait toutes les clés, tous les ingrédients en main en tout cas pour performer. Il a parfaitement optimisé cette situation. Par la suite, il a quand même imposé un certain rythme, Sébastien Ogier. Même chose d'ailleurs pour Thierry Neuville, pour Adrien Fourmeau, pour les pilotes Fordham Sport qui ont été très très performants. Il faut les saluer aussi, mais c'est vrai que Sébastien Ogier, non seulement il a profité de cette position de départ avantageuse lors de la première journée, mais ensuite il a quand même continué d'imprimer un gros rythme, ce qui lui a permis tout simplement d'être à la bagarre aux avant-postes avec Thierry Neuville. Et puis à un moment donné, le destin effectivement a choisi, les dieux grecs ont choisi leur vainqueur. On dit que les 24 heures du Mans choisissent leur vainqueur, c'est un peu le cas ici aussi sur le rallye de l'Acropole. Au Portugal, c'était Thierry Neuville qui avait été béni des dieux, qui avait été choisi pour remporter cette épreuve avec la crevaison de Sébastien Ogier en toute fin de course. Ici même, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est Thierry Neuville qui a crevé et c'est Sébastien Ogier effectivement qui s'est imposé, qui se relance au championnat, qui a quasiment rattrapé un tiers de son retard sur Elfyn Evans. Le retard aurait pu être un petit peu plus un peu moindre en fait, il aurait pu avoir récupéré plus de points, c'était ce qu'on avait imaginé à l'arrivée de ce rallye, mais effectivement il y a eu une pénalité après course appliquée à Adrien Fourmeau et à Josh McCarlin, ce qui fait que ça fait remonter dans la hiérarchie et Elfyn Evans et Sami Payari. Donc Sébastien Ogier, en tout cas sur Elfyn Evans, n'a pas grappillé autant de points que prévu, mais en tout cas il revient dans la course et il a donné rendez-vous. Sébastien Ogier, il va rester désormais 6 épreuves dans ce championnat du monde des rallyes. Soyez-en certains, Sébastien Ogier, il est là pour viser le titre de champion du monde, le 10e titre de sa carrière. Sébastien Ogier, c'est pas le seul à avoir brillé ce week-end, puisqu'Adrien Fourmeau et Josh McCarlin avaient réalisé un bon rallye et c'était plutôt bien classé. Et pourquoi je parle au passé? Et je dis été parce qu'ils ont été pénalisés. Pourquoi? Que s'est-il passé, Pierre? Alors voilà, c'est ce que je vous évoquais effectivement en parlant des points qui sont donc revenus à Sami Payari ainsi qu'à Elfyn Evans. Mauvaise nouvelle dans le clan français avec la pénalité appliquée au temps final d'Adrien Fourmeau et d'Alexandre Coria, au temps de l'ES12 d'ailleurs, très précisément, ce qui a impliqué finalement leur résultat final. Et même chose pour Josh McCarlin et Aaron Tracy qui avaient fait un super rallye, l'équipage M-Sport qui avait rallié l'arrivée en 4e position. Les deux équipages ont dégringolé parce qu'ils ont pris 1 minute chacun. C'est dans l'ES16 que ça s'est passé pour McCarlin et Tracy. Et malheureusement, effectivement, ils ont glissé respectivement au 6e rang pour l'équipage M-Sport et au 7e rang pour l'équipage Hyundai. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va commencer par Adrien Fourmeau et Alexandre Coria. Ça se passe dans l'ES numéro 12, crevaison, deuxième crevaison du week-end pour Adrien Fourmeau et Alexandre Coria. Une crevaison qui impose les deux hommes au bout de 3 km à peu près dans la spéciale à sortir de la voiture pour changer la roue. Alors forcément, dans l'excitation, il faut perdre le moins de temps possible. Vous vous en doutez, quand on est obligé en pleine spéciale de sortir du véhicule pour changer de roue. Effectivement, les deux hommes sont sortis de la voiture pour changer cette roue. Alors on n'a plus accès malheureusement à l'image, elle a été supprimée de la plateforme Rallye TV à l'heure où je vous parle, mais effectivement selon la direction de course, Alexandre Coria, le copilote d'Adrien Fourmeau, n'était vraisemblablement pas correctement attaché au moment où la voiture était en mouvement. Ça c'est interdit par le règlement. Il y avait eu un cas d'ailleurs par le passé en 2024 avec Johan Rossel et Arnaud Dunant sur le rallye du Portugal en 2024. Ils avaient été pénalisés un petit peu pour la même raison, après une crevaison. Arnaud Dunant n'avait pas eu le temps de se rattacher correctement. Et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé. La pénalité elle est quand même un petit peu lourde si on peut se permettre, parce que l'événement s'est produit samedi après-midi et la pénalité est tombée hier soir, dimanche soir. C'est quand même assez sévère. Et puis c'est un petit peu le même principe finalement pour Josh McCarlin et Aaron Tracy, sauf que eux n'ont pas crevé. Vous l'avez peut-être vu dans l'ES16, ils se sont fait une énorme chaleur, l'équipage irlandais, puisqu'ils ont tiré tout droit alors qu'ils étaient
était en train de tout donner, hein, tout simplement, pour essayer de récupérer, enfin de valider cette 4e place, résultat historique aussi bien pour Josh McCartney que pour Ewan Tracy que pour l'équipe M-Sport cette année. Ils sont légèrement partis à la faute. La Ford Puma s'est un petit peu tanké finalement sur un banc de sable, et dans la panique, Ewan Tracy il s'est détaché parce qu'il s'est dit va falloir en fait, et je vais peut-être être obligé de sortir de la voiture pour pouvoir pousser Josh pour qu'il puisse ressortir. Heureusement, Josh McCartney a réussi en fait en manœuvrant, en faisant des va-et-vient, à sortir la voiture. Le problème, c'est que la voiture elle était en mouvement en fait, tout simplement, quand il a reculé, le temps de se remettre dans le sens finalement de la spéciale. Alors il a suffi vraiment de quelques mètres à peut-être même pas 15, 20, 25 km/h, on ne sait même pas, mais pendant ce temps-là, malheureusement Ewan Tracy n'était pas attaché, et la direction de course a également décidé de sanctionner l'équipage. Là aussi c'est un petit peu sévère quand même, franchement, parce que ça change tout pour M-Sport, qui avait une 4e place. Alors la 6e place, c'est quand même le meilleur résultat en carrière de Josh McCartney, mais c'est vrai que bon, il y a quand même peut-être 2 poids 2 mesures, si on peut se permettre. En tout cas, c'est comme ça, c'est fait, la pénalité est appliquée, et les 2 équipages ont rétrogradé dans la hiérarchie. Bon, malheureusement, en WRC2, c'est terminé, ou presque, pour les espoirs de Johan Rossel. Rob Coronen aussi, qui prend les commandes justement lui du WRC2. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et notamment pourquoi est-ce que le Français va devoir un petit peu oublier ses espoirs de titre en WRC2? Et ouais, un plateau exceptionnel en WRC2, effectivement, une belle confrontation déjà, pour parler des forces en présence sur ce rallye de l'Acropole. Ne manquait que finalement les leaders du championnat au départ de cette course, c'est-à-dire Nikolai Griadzin et Konstantin Alexandrov, mais pour le reste, il y avait Johan Rossel et Arnaud Dunant, il y avait Léo Rossel et Guillaume Mercouri, il y avait Rope Koronen et Anssi Vinica, mais il y avait aussi côté Skoda Andreas Mikkelsen, Robert Virves, il y avait également Jan Solans, le pilote espagnol, Alejandro Cachon, l'autre pilote espagnol, sans oublier les Français qui étaient présents également. Donc bref, il y avait du très très lourd ici même du côté de l'Acropole. Très vite, il y a 3 pilotes qui se sont mis un petit peu en exergue dans ce classement. Dans l'ordre, Andreas Mikkelsen, Robert Virves et Johan Rossel. Johan Rossel et Arnaud Dunant ont été victimes d'une crevaison d'abord. Ça, c'était le vendredi soir. Et puis surtout, ça, c'est la grosse information, la très très mauvaise nouvelle du côté du clan tricolore. C'est qu'ils ont été contraints à l'abandon pour des raisons mécaniques, avec un souci moteur malheureusement qui est intervenu sur leur voiture le lendemain. À l'heure où on se parle, les chances de titre de Johan Rossel et d'Arnaud Dunant sont quasiment réduites à 0 parce qu'ils n'ont plus que 2 épreuves sur lesquelles ils peuvent inscrire des points, et on voit mal désormais comment ils pourront inverser la tendance. Le vainqueur de l'épreuve, c'est Robert Virves. Lui, il fait une méga opération, Robert Virves, le pilote estonien, parce que ce n'était que sa 2e apparition cette saison. Il s'était imposé au Kenya, il s'impose ici, donc il a 50 points en 2 courses. Il avait 50 points qu'il pouvait prendre, il a pris les 50 points. Derrière, il y a l'Estonie, ça sera chez lui, il s'était imposé l'année dernière, donc là, il peut aller très très vite, même si derrière, effectivement, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour Robert Virves d'être performant sur des terrains peut-être plus cassants, plus conventionnels. On ne connaît pas le programme de Robert Virves, mais on imagine qu'il ira peut-être du côté de la Sardaigne ou de l'Arabie Saoudite. Ce sera peut-être un petit peu plus délicat. Celui qui a fait, lui, par contre, véritablement une très très bonne opération, ça c'est une certitude, et qui a peut-être déjà mis un pied sur le titre de champion du monde des rallyes WRC2, c'est Rope Koronen, parce que Rope Koronen est désormais le leader du championnat devant Alejandro Cachon. Sauf que Rope Koronen n'a plus que 3 épreuves à inscrire. Parmi ces 3 épreuves, il y a l'Estonie, il y participera, il avait pris la 3e place l'année dernière, donc on peut attendre de lui qu'il marque des points. La Finlande, il ira aussi, ça sera chez lui, et il s'était imposé l'année dernière. Donc potentiellement, en sachant que sur les 7 résultats à inscrire en WRC2, on décompte le plus mauvais des 7, potentiellement, dès la Finlande, si les événements se déroulent comme il le faut pour Rope Koronen, il pourrait très rapidement être quasiment, on va dire, pas quasiment champion, mais presque, finalement, ça pourrait très rapidement bien tourné pour Rope Koronen, pour succéder à Oliver Solberg et à Sami Payari. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça n'est que la 3e saison dans laquelle la 3e saison de la Toyota GR Yaris Rally 2. La Toyota est invaincue tout simplement au championnat du monde des rallyes WRC2 pour l'instant. Première saison 2024, titre pour Sami Payari. 2e saison 2025, titre pour Oliver Solberg. Et si Rope Koronen réussissait à remporter ce 3e titre finalement consécutif, réponse dans les prochaines semaines. Vous avez déjà dit que c'était un week-end chargé. Il y a eu du MotoGP aussi du côté d'Assen aux Pays-Bas, avec la première victoire d'Ayogura avec Trackhouse justement. C'était un week-end particulier, puisqu'en plus en P2, Raúl Fernandez se classe juste derrière lui. Bon, voilà, c'est vrai que en termes de hiérarchie cette année, on s'amuse. Il y a beaucoup de gagnants différents. Ça change de la saison dernière. Exactement. C'est cool de voir par rapport à la saison qu'on s'est tapée l'année dernière. On pouvait prédire que Marc Marquez allait remporter le Grand Prix dès le jeudi, forcément.
je trouve que la première victoire de Ogura, on la voyait venir. Hein. Il montrait beaucoup de rythme. Il avait fait son premier podium là il y a pas longtemps. Donc c'est très cool de voir des nouveaux visages, de voir surtout de la jeunesse. Ça prouve que on a des belles années devant nous. Parce que là, le duo Trackhouse, on va, je pense, le retrouver dans des écuries de pointe dans les futurs mercato. Donc, ce sera très beau à voir. Les deux pilotes Trackhouse qui terminent effectivement devant Jorge Martin, qui va notamment réaliser la pole position. On note quand même plusieurs abandons, plusieurs chutes, notamment celle de Marco Bezzecchi, notamment. Marco Bezzecchi, chute assez spectaculaire, justement, lors de Grand Prix. Malheureusement, c'est vrai que les chutes s'enchaînent, et les chutes spectaculaires, pour le coup, s'enchaînent dans cette saison de MotoGP. On a eu d'autres abandons, notamment celui de Pedro Acosta ou encore de Francesco Bagnaia. Mais Pedro Acosta et Francesco Bagnaia qui ont fait l'actualité pour d'autres choses, et notamment, je parlais de Mercato, oui. C'est justement pour ça, on connaît enfin leurs équipes. C'est ça, ils ont déjà leur guidon pour l'année prochaine, donc ils commencent à tomber pendant le Grand Prix. Non, mais c'est cool de voir que, en fait, moi j'adore le mercato. C'est toujours ma petite période que j'aime bien quand ça chamboule partout. Et là en F1 c'est un peu bloqué, je sais que ça va se débloquer, mais donc on a un petit mercato de substitution en MotoGP avec beaucoup de guidons qui sont libres pour l'année prochaine, donc ça va beaucoup bouger. Et c'est bien de voir déjà des petites clés qui s'enclenchent. Le fait de voir Acosta aux côtés de Marquez, ça me donne beaucoup envie. Et ça m'a étonné de voir à l'annonce de la signature qui se place déjà en retrait. Et ils disent non mais c'est Marquez le leader, moi je serai derrière et tout. Donc bon, à voir ce que va donner l'alchimie de ce duo. J'aime à ce que ça peut aller. Peut-être que Acosta se dit que c'est encore l'écurie de Marquez et que pour l'instant je fais ma place tranquille et que chaque chose viendra en son temps. De l'autre côté, aussi un petit peu bizarre de voir le peu de communication qu'on a eu aussi sur le départ de Jorge Martin, parce que donc ce sera Bezzecchi et Bagnaia, on ne sait pas trop où partira le champion du monde 2024, qui prend la tête du championnat maintenant que Bezzecchi n'est plus à chuter pendant ce Grand Prix. Il va voir ce que ça peut lui offrir en termes d'opportunités sur le marché. L'une des questions qui se posera effectivement pour ces deux-là, Acosta et Bagnaia, c'est notamment qui fait la meilleure opération. Parce que c'est vrai que Bagnaia qui est quelque part un petit peu, qui paye ses mauvais résultats, ses moins bons résultats avec Ducati depuis ses titres, mais qui paradoxalement va dans l'équipe la plus en forme cette saison. Donc on verra effectivement les dynamiques, la manière dont ça évolue dans le futur. L'avez-vous reconnu derrière moi? C'était la voiture justement des vainqueurs des 24 heures de Spa de l'année dernière, en 2025. Et cette année, justement, il y a eu à nouveau une nouvelle édition des 24 heures de Spa. Édition des 24 heures de Spa où Otto Eddo était présent, évidemment. Évidemment, Michael qui a pu assister à la victoire de la Porsche numéro 80 de Lion Speed GP. Voiture emmenée par Thomas Prenning, Bastian Buss et Ricardo Feller. Justement, qui a gagné au général. Alors évidemment, si vous voulez revivre en immersion ce qui s'est passé du côté des 24 heures de Spa, eh bien, ce n'est pas nous qui allons avoir quelque part l'ambition d'en parler, mais Michael Duforest qui était présent tout le week-end, que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux d'Auto Hebdo, qui vous a gratifié de bon nombre de vidéos, d'interviews, de telles choses à voir. Et étant donné qu'on était avec Spark, j'espère que Michael va nous ramener un petit cadeau. Peut-être qu'il faut l'actualiser maintenant, la voiture du vainqueur. La mission lui est délivrée. Alors la mission lui est délivrée après le week-end, mais on espère qu'il y a pensé. Vous aurez la réponse la semaine prochaine avec le retour de Michael Duforest. Est-ce que évidemment nous ne savons pas soi, mais quand même pense-y. Hein. Bon, oui, mais on va boucler la boucle. On a commencé par la F1, on va finir par la F1. Parce qu'effectivement, on a eu quand même un petit mois sans F1, mais là maintenant, ça enchaîne. On continue avec 4 Grands Prix en 5 semaines, et la semaine prochaine, 7 semaines déjà, et ben c'est Silverstone. Pour moi, c'est un petit peu le main event de la saison. C'est toujours le Grand Prix que j'attends le plus, en tout cas. C'est toujours celui où il se passe beaucoup de choses. Silverstone va y avoir plusieurs enjeux. La première question que je te pose, c'est George Russell peut-il à nouveau gagner, lui qui ne compte entre guillemets que 2 victoires cette saison? La question, c'est plutôt ça. Est-ce que Antonelli va savoir faire abstraction de ce qui s'est passé en Autriche, oublier les points qu'il a perdus, ou en tout cas le faible écart qu'a pu retrouver George Russell, et retrouver la tête à Silverstone? Ça peut être aussi, un incubateur de Britanniques, je dirais, Silverstone. Puisque la victoire d'Hamilton en 2024, moi je la voyais pas venir. Ouais. Et honnêtement, dans la dynamique de la saison, on n'aurait pas trop pu la prédire. Donc là, est-ce que le fait d'être devant son public avec vraiment une monoplace qui est indiscutablement la meilleure du plateau, ça peut être pas mal pour George Russell, lui? C'était Lando Norris qui avait gagné la saison dernière. Donc c'est vrai que les Britanniques, tu parles d'incubateur, hein, on est sur 2 d'affilée au moins, donc on verra si le 3e arrive. George Russell qui, pour la petite statistique, n'a jamais gagné du côté de Silverstone, donc ça pourrait être une grande première pour lui. L'autre question qui se pose, on tourne autour du sujet depuis tout à l'heure, mais Lewis Hamilton qui a quand même gagné à Barcelone, la véritable question qui se posera, c'est quel est le réel niveau de Ferrari? Rappelle-toi, on disait après Barcelone, on verra si c'est un épiphénomène. Oui. Du côté de l'Autriche, ils ont été plus en galère, du moins. Donc, on peut se poser la question d'effectivement, peut-être que c'était un épiphénomène. Lewis Hamilton lui-même parlait de retour à la réalité après le Grand Prix d'Autriche du côté de Spielberg.
Mais je le trouve dur dans la mesure où j'ai quand même trouvé du rythme en termes de stratégie. Effectivement, ils se sont un peu manqués. Ferrari n'est pas à jeter à la poubelle non plus. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que avec Barcelone, on avait un circuit test où on dit souvent si ça marche là, ça marche partout. C'est une philosophie différente à Spielberg et une philosophie encore différente à Silverstone. Donc on va pouvoir avoir en plus avec les améliorations de la Red Bull, un assez bon aperçu de la hiérarchie des 3 top teams Ferrari, Mercedes, Red Bull. Ferrari qui a déjà utilisé ses jetons pour améliorer son moteur, enfin le biais de la duo. Évidemment, on va rappeler que le fait que Ferrari avait 2% encore d'amélioration possible, ils les ont utilisés. Le moteur a été introduit dans sa mouture finale, si on peut dire, du côté de Spielberg. Donc peut-être était-il encore en phase de test, du moins. On verra ce que ça donne du côté de Silverstone. Je parle du moteur, justement, moteur thermique avec la duo. Mais il y a évidemment, on a toute la partie électrique dont on parle un peu moins en cette mi-saison, mais qui va peut-être refaire l'actualité. Je te laisse un petit peu citer ce qui s'est passé, mais c'est du côté de Max Verstappen que ça arrive. Oui, exactement, c'est tout ce que j'allais dire. Il y en a un qui a parlé, c'est le quadruple champion de Max Verstappen. Je vais vous citer ce que nous a dit le néerlandais. J'ai fait quelques tours au simulateur et j'ai juste éclaté de rire. On dirait que ces voitures sont sur un autre circuit, un circuit différent, et on a juste plus de batterie. Donc on verra ce que ça donne. Effectivement, Silverstone, je pense, avec l'enchaînement Maggot, Beckett et Chapelle, et ensuite la ligne droite, ça va bien vider les batteries. À voir ce que ça peut donner en stratégie, parce qu'on l'a vu beaucoup. Je reviens sur Spielberg, on a pu constater visuellement le fait que les pilotes appuient sur le bouton batterie et on voyait l'effet du boost. Ça va donner des belles batailles, je pense, à Silverstone. Oui, je pense aussi. En tout cas, c'est le retour d'un circuit véritablement rapide, beaucoup plus long évidemment que du côté de Spielberg. Donc on verra ce que ça donne, comme tu le dis. Mais on verra aussi à quel point les équipes se sont améliorées, parce que ça fait un moment que les batteries n'ont pas été mises à rude épreuve. Peut-être que les évolutions qui ont différemment été réalisées de part et d'autre vont avoir leur effet. En tout cas, on voit que c'est assez ouvert, très difficile de faire un pronostic. Est-ce que tu vois quelqu'un te gagner en particulier? En fait, on parle de Silverstone, je repense au podium d'Hülkenberg. Donc je me dis, est-ce qu'on peut pas avoir un petit podium surprise? Alors, même si c'est pas forcément un vainqueur, est-ce que tu sens quelque chose qui peut arriver? Ouais. Tu vois, je vois Isaac à ma droite, là, et je me dis que les Racing Bulls avaient quand même beaucoup de rythme à Spielberg. Donc un petit podium, il est en partie britannique. Un petit podium d'Arvid Lindblad, ce serait pas mal, non? Très audacieux pour le coup, très audacieux. Non, mais écoute, intéressant. Moi, je dirais, allez, tu sais quoi, je vais tenter le Mercedes ne gagne pas. Comme ça, je le laisse ouvert. Très bien, envoyez-nous dans les commentaires tous vos paris fous, la victoire de Cadillac après le double abandon. Bah oui, bien sûr. Ça surchauffe du côté de Cadillac, donc on verra ce que ça donne à Silverstone. Bon, en tout cas, merci Hugues de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci évidemment à Pierre, Michael notamment et tous nos envoyés spéciaux tout au long des différentes semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Silverstone qui, je l'espère, sera un Grand Prix fou. Merci à tous. Ciao.